J'ouvre une parenthèse avant qu'on entame le débat. Et cette parenthèse que j'ai trouvée, c'est plutôt la restauration des jours de l'examen. Manger ou garder l'estomac vide, un choix déterminant pour la réussite au bac. Qu'est-ce que cela vous inspire, Hugues? Ah, je ne vous ai pas salué. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Maury, bonjour Omar, bonjour aux téléspectateurs et également à tous les amis internautes et ceux qui nous suivent depuis Diaspora FM. Ce matin, vous constatez que je déborde d'énergie. Je suis le bouc en train ce matin. Je l'ai constaté. Mais vous avez toujours débordé d'énergie, c'est quelque chose que moi j'apprécie personnellement. Mais bon, il arrive des moments aussi où vous êtes très fermé. Je suis dans le creux de la vague. Mais c'est des moments qui arrivent. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire également, quand ces moments-là arrivent, je pense qu'il faut lâcher prise et laisser à Dieu. Enfin, moi, c'est ma croyance. On laisse à Dieu et Dieu prend le contrôle de ce qu'on ne peut pas donc maîtriser. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous, parce que hier vous m'avez écrit voilà, pour me doper un peu le moral. C'est ça aussi, c'est ça. Bon, donc, bonjour Maury. Bonjour Omar Dianjo. Votre beau sourire qui nous fait tellement Mon cher Hector, bonjour. Bienvenue également avec tout votre sérieux habituel. Donc, un sérieux, un faux sérieux. Bonjour également aux téléspectateurs de LEG-TV et également les auditeurs de Diaspora FM qui nous écoutent. Merci infiniment d'être fidèles. C'est un réel plaisir vraiment pour nous de les savoir chaque jour un peu plus nombreux. Ils sont nombreux à nous soutenir. Monsieur Ayonou, le Saint Paysan, beaucoup nous soutiennent également. Tonton Djotan, beaucoup, je ne peux pas tout citer. Et ce matin, merci du fond du cœur. Gracias. Alors, cette parenthèse-là, c'est solidarité, non, c'est plutôt restauration, les jours de l'examen, manger ou garder l'estomac vide. Un choix déterminant pour la réussite au bac, ce n'est pas quand même une phrase à négliger. Parce que pendant que vous avez travaillé, vous avez veillé, vous vous êtes sacrifié, parce que vous êtes allé vers une vendeuse de pain dans votre ventre et tout est bouleversé, et vous vous retrouvez à l'hôpital. Je pense que c'est une question de responsabilité. Le repas pendant la période du baccalauréat, ça fait en fait 7 ans de parcours. Oui. Donc tout ce que vous avez pu faire comme sacrifice pendant cette année, il suffit seulement que vous vous retrouviez devant une vendeuse qui n'a peut-être pas très bien cuit les repas et vous vous mettez en difficulté. Donc pour moi, l'idéal, c'est de pouvoir manger, parce que si vous ne mangez pas, vous n'aurez pas suffisamment d'énergie. C'est une réflexion intellectuelle toute la période de composition du baccalauréat. Et la responsabilité revient également aux parents. Si maman a la possibilité de faire de la bonne cuisine, qu'elle ne manque pas de le faire pendant les 112 heures. C'est ça. Oumar Adiandjou, si maman a la possibilité de faire de la cuisine, n'est-ce pas une attention que le quotidien veut faire porter quand même sur cette question, peut-être qui est parfois négligée par les parents et parfois par les élèves même. Oui, c'est là où il faut saluer la justesse donc, de cet article de notre confrère. Il fait quelque chose de très utile ce matin parce qu'il interpelle tout le monde. Non seulement il a parlé, lui il a parlé tout à l'heure de responsabilité. Moi je dis vraiment la responsabilité des parents, c'est essentiel. Regardez, quand nous partions au CEP dans le temps, on n'avait personne pour nous accompagner. Hein. Moi je me souviens de mon jour de CEP, je suis parti tout seul, il n'y avait personne pour m'accompagner. Mon père était parti au boulot, bon voilà. Qui va m'accompagner. Mais aujourd'hui, quand on regarde nos enfants, ils ont entre 9 et 11 ans au maximum. Donc, on te demande, mais tu vas laisser celui-là faire 2-3 kilomètres, bon, et on les accompagne. Moi, je pense que c'est une question de responsabilité. On va avec eux. Le midi encore, tu quittes encore le boulot rapidement encore, tu prends la nourriture, tu repars là-bas, et c'est tout un pique-nique qu'on fait dans la cour de l'école désormais. Tout le monde vient, on s'assoit, on mange. Voilà. Moi, je pense que beaucoup de Béninois ont pris, comment on appelle, conscience de cet aspect-là des choses. Parce que c'est comme Hector l'a dit, il suffit simplement d'aller, enfin, c'est vous qui l'avez dit, je crois. Il suffit simplement d'aller manger quelque chose et c'est fini, indigestion. Et voilà, ça est. Quand tu as l'indigestion, comment est-ce que tu vas te concentrer?
tu as beau te concentrer, tu ne peux pas avoir toutes tes capacités pour rendre une copie quali très bonne. Donc, il faut faire très attention. On ne va pas faire tout ce sacrifice-là, surtout pour les gens qui vont au bac. Ils sont déjà plus ou moins, comme on appelle, on va dire mûrs par rapport à ceux qui vont au CEP et au BPC. Donc, il faut pouvoir leur parler, faire très attention. Il faut manger, mais savoir quoi manger. C'est que tu as l'habitude de manger, c'est ça qu'il faut manger. Donc, il faut faire très attention. Merci d'accord donc aux confrères qui nous permettent aujourd'hui d'attirer l'attention des parents et donc des élèves également sur cet aspect-là qui est vraiment très, très, très important. Très bien. C'était une parenthèse. Carlos n'aura pas le temps d'écrire le thème avant qu'on en finisse. C'est une parenthèse et c'est une vraie parenthèse d'ailleurs. Nous allons donc continuer et maintenant avec le thème proprement dit, le premier. Nous parlons du lancement de la plateforme e-learning, une réforme donc utile pour des élections crédibles. Et c'est Fraternité qui en parle ce matin. Je vais me tourner vers vous, Hugues Hector Zogo. Quel est le bien fondé de cette initiative de la Sénat? Je pense que ce n'est pas autre démarche meilleure que celle de la paix. Nous venons donc de régler le problème. Oui. Nous venons donc de régler l'équation qui est restée pratiquement sans inconnu. Ah oui. Depuis des mois. Vous avez trouvé les inconnus? Si, les inconnus viennent d'être trouvés, donc l'équation est résolue. Parce qu'avec cette plateforme... C'était plutôt un système d'équation. Bon, entre-temps, en tant que citoyens, nous étions dans cette dynamique de pouvoir dire est-ce qu'on aura des élections libres? Est-ce qu'on aura des élections crédibles? Est-ce qu'on aura des élections transparentes? La Sénat vient, à partir de cette plateforme-là, de nous répondre. Parce que la Sénat nous donne aujourd'hui la possibilité, à travers cette plateforme, de nous éduquer sur tout ce qu'il y a comme loi électorale dans notre pays. La Sénat vient de donner la possibilité à tous les journalistes du monde entier de déceler tout ce qu'il y a comme contenu de tests de loi pouvant permettre à ce qu'on organise des élections en République du Bénin de manière précise en 2026. D'accord. Que ce soit les élections communales, que ce soit les élections législatives, que ce soit les élections présidentielles, tout ce qui a rapport à l'arsenal juridique, désormais, c'est mis à disposition du public. Vous n'aurez plus de difficulté à pouvoir vous dire, mais quels sont les textes de loi qui ont été votés par l'Assemblée nationale et promulgués par le chef de l'État? La Sénat s'est donné les moyens de tout rassembler, de mettre tout ceci sous forme d'outils pour permettre de faire ce qu'on appelle l'éducation citoyenne. Les partis politiques, il y a quelques semaines en arrière, on parlait de la responsabilité des représentants des partis politiques au sein des bureaux de vote pour permettre à ce que nous puissions dire oui, ce sont les résultats issus des urnes qui sont effectivement ceux qui ont été proclamés par la Sénat et validés par la Cour constitutionnelle. Désormais, avec cette plateforme, même si vous vous retrouvez dans votre chambre, même si vous vous retrouvez dans votre cuisine, avec votre smartphone, vous allez sur le site mis à disposition depuis hier grâce aux partenaires suisses. Vous avez la possibilité de vous faire la coopération suisse au Bénin. Ce sont eux qui ont accompagné... C'est important de le dire. Oui, c'est important, parce que ça nous permet de comprendre que les citoyens d'autres pays... C'est aussi un appel que vous êtes en train de faire, la coopération suisse comme ça. Hein, évidemment. Qu'ils soient regardants aussi dans ce que nous faisons et qu'ils nous appuient également. Bien évidemment, puisque nous faisons aussi un travail de citoyenneté active au niveau de la chaîne Eden TV. Il y a d'ailleurs une émission consacrée à ça. Et qui viennent visiter nos locaux et pourquoi pas nous accompagner également. Je pense que la démarche, c'est que nous puissions aller vers eux et qu'en retour, ils puissent voir dans la mesure du possible ce qui peut être fait. Mais eux aussi, ils n'ont qu'à nous suivre. Ben, on ne dira pas qu'ils ne nous suivent pas. D'accord. Ouais. Mais je trouve quand même que cette initiative prise par la Sénat vient taire, vient calmer tout ce qu'on pourrait imaginer comme tension. Les partis politiques savent désormais
quoi faire. Désormais, il n'y aura plus de la désinformation. D'accord. C'est ce qui me réjouit, moi. Donc, s'il y a de la désinformation, désormais, on peut dire que c'est une désinformation voulue, souhaitée. C'est clair. Parce que là, tout ce dont vous avez besoin pour qu'on puisse dire oui, il y a de la transparence. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que vous êtes allé sur le site? Ben, faites un tour tout de suite sur le site et vous verrez que les informations sont là. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut taper alors? Donner l'information à ceux qui nous suivent. Pour pouvoir vous retrouver sur la plateforme, c'est www.elearning.sena.bj. Sena avec S-E-N-A-T. .bj. Quand on parle de e-learning, on sait quand même qu'entre le i et le learning, il y a un tiret. C'est une barre de 6. Voilà, donc www.elearning.sena.bj. Dès que vous le tapez tout de suite, vous verrez autant d'outils qui permettent de confirmer qu'en 2026, nous aurons des élections crédibles, libres et transparentes, parce que les outils sont là. Je pose ma question à Oumar en commençant par votre chute. Oumar, est-ce qu'il suffit d'avoir une plateforme e-learning voilà, pour donc, espérer avoir une élection libre et transparente? Est-ce que c'est là-bas que se délivrent les résultats? Ce n'est pas le seul moyen qui va permettre la transparence, mais c'est déjà un très bon pas. Mais c'est essentiel ce que la Sénat vient de faire. Parce qu'on l'a dit, ça c'est une preuve de transparence et c'est quelque chose qui va faire grandir la confiance des populations vis-à-vis également de cette institution-là. Parce que grâce à cette institution, tout le monde pourra avoir accès désormais à toutes les lois qui nous permettent d'organiser des élections au Bénin. Qui nous permettent d'avoir des élections libres et transparentes au Bénin. Le citoyen donc va les lire et pourra donc participer aux élections de manière, on va dire, très éclairée. Il n'est plus dans l'obscurité des lois que c'est des journalistes qui vont venir lui expliquer ça à la télé. Il n'est plus donc assujetti à ce que des députés vont venir s'asseoir. Ça me rappelle une scène sur l'une des chaînes de, comment on appelle, sur des chaînes en ligne où 3 députés, 2 de la mouvance, 1 de l'opposition, font un débat sur nos lois. Et on se demande, mais ces gens-là, ils nous éclairent moins même qu'ils nous mettent encore plus dans comment on appelle, dans le cafouillage. Voilà, c'était vraiment un cafouillage. Certains disent d'autres. Enfin, on ne comprenait plus finalement quoi que ce soit. Donc c'est très bon que le citoyen lui-même puisse désormais donc aller lire et comprendre. C'est vrai aussi que, bon, c'est vrai, nous en tant que journalistes, on a plus ou moins le recul. Et un gars comme Hector qui a lui encore appris tout ce qu'il y a comme méthode scientifique liée donc à tout ce qui est juridique, lui il pourra encore mieux lire. Mais tout le monde n'a pas donc fait des études de droit, tout le monde n'a pas fait donc l'apprentissage de ces méthodes scientifiques juridiques là pour pouvoir donc faire une lecture, c'est-à-dire comprendre non seulement le fond, la forme, l'état même, enfin l'esprit même du test. Tout le monde n'a pas ça. Mais c'est déjà un bon pas. On pourra aller voir. Si je ne comprends pas, je vais attraper Hector dans le couloir d'Éden. Mais écoute, Hector, c'est quoi votre affaire de... Voilà, ça veut dire quoi en termes de ce thème juridique? Et là, on comprend un peu plus. Mettre les lois à la disposition, c'est vraiment très bien. Moi, en tant que journaliste, je vois tout le mal que, par exemple, moi, j'ai... Quand je veux aller lire une loi sur le Bénin, il faut que je parte sur les sites du gouvernement, taper, retaper, parce qu'on n'a pas toujours comment on appelle le bon intitulé. Et on se démerde pour pouvoir donc retrouver finalement le document. Tu as le document en PDF, tu essaies de lire et on ne peut pas tout lire non plus. Donc, il faut l'avoir donc à disposition, c'est très bon. Ça permet donc une participation, comme je l'ai dit, éclairée des populations donc aux élections. Et c'est un gage également pour moi de transparence. Ce n'est pas le seul élément qu'il faut pour la transparence, mais je vous assure, c'est un élément important. Et moi, je salue vraiment cette initiative de la Sénat et tous les partenaires en tout cas qui accompagnent comment on appelle l'initiative. C'est vraiment formidable. Moi, j'apprécie. Dans toutes les grandes démocraties au monde, c'est comme ça. On doit être transparent. Les tests sont là. Chacun va, il lit, il comprend et il vient s'asseoir. Et ça va permettre donc d'éviter tous ces débats de boutiquiers, comme j'aime le dire, qu'on a un peu partout, qui se transportent même quelquefois sur les plateaux de télé. Donc, c'est formidable. Moi, j'aime bien. Très bien. Vous aimez bien pour rejoindre l'autre de Soava. Donc, d'accord. Alors, donc, cela dit, on va donc changer de sujet, si vous me le permettez, parce que vous avez dit... l'essentiel, on va juste demander aux techniciens, informaticiens,
maintenancier de la Sénat de veiller à ce que le site soit assez opérationnel, et que ce site-là marche et que les Béninois y accèdent et qu'on qu'il y ait de la fluidité. Qu'on ne sente pas et même peut-être les ONG, les députés, les commentateurs de l'actualité politique que nous sommes, tout le monde a le devoir désormais de pouvoir aller lire comment on appelle les différentes lois qui sont mises à disposition par la Sénat et donc avoir maintenant un bon commentaire, une bonne explication à servir donc aux populations. Parce que nous savons, en grande majorité, notre population est analphabète. Donc, il faut que nous fassions ce travail citoyen-là également, bien lire, bien comprendre les thèmes qu'on ne comprend pas. Les juristes sont là, les constitutionnalistes sont là, nous les journalistes, on a nos méthodes pour pouvoir donc avoir ces explications-là en les interviewant. Les autres également, les députés et autres, ont leurs méthodes également. Donc que chacun vraiment se mette véritablement de l'avance maintenant, parce que c'est des nouvelles lois. C'est pratiquement les premières fois qu'on éprouve vraiment ces lois-là. Donc il faut pouvoir faire ce travail-là citoyen et c'est tout le monde qui est appelé à le faire. Voilà, il ne faut pas tout de suite commencer à faire des débats tout, non, c'est mauvais. Non, allons lire désormais, c'est à disposition, lisons correctement et on verra donc tout ce qu'il y en a. Oui. Je voudrais finir en disant que la Sénat aussi a une obligation de transparence par rapport au choix des différents acteurs à former. Aujourd'hui, on sait, au niveau des plateaux de télévision par exemple, les journalistes qui font véritablement les débats. Quand il s'agira donc de former ces journalistes-là, qu'on puisse aller vers les vrais acteurs, qu'on n'identifie pas juste des listes qui finalement ne seront pas utiles à la République parce qu'on trouverait que telle ou telle personne se retrouve dans une posture critique. D'accord. Très bien. Cela dit, on va donc passer au thème suivant. Le thème suivant concerne donc la fraude massive au contrôle technique au Bénin. Et donc, on parle de vignettes fictives des agents au CNSR qui sont écroués. Décidément, on remarque quand même que, comment je vais dire, que le gouvernement a décidé d'en finir avec cette pratique qui consiste, par exemple, à rester chez soi, à envoyer le livret de bord à la CNSR ou par un système où voilà, on valide sans que le véhicule n'aille donc sur place pour le contrôle des pneus, des phares et tout ça. Le gouvernement a décidé. C'est tout à fait normal parce que, vous savez, la loi fondamentale de notre pays, la Constitution, fait obligation à l'État de pouvoir assurer la sécurité de chaque citoyen. Donc, si de plus en plus on se retrouve face à des cas d'accidents de circulation de manière fréquente et que l'on arrive à identifier, je vais dire, les nœuds qui sont à la base de ces difficultés auxquelles les populations sont confrontées, à un moment donné, il faudra de la volonté politique. Et je pense que c'est cette volonté politique qui s'affiche au niveau du Centre national de sécurité routière. Pour ce que je sais, il y a déjà eu, de par le passé, le nouveau directeur général qui a pris des sanctions disciplinaires. On a dû suspendre le paiement de salaire pour un trimestre à certains collaborateurs de ce centre-là. Et comme c'est des gens qui sont moulés dans un système depuis plusieurs années et qui ne sont pas prêts à abandonner les sales comportements, ça s'est poursuivi. Aujourd'hui, il y en a qui se sont retrouvés devant la justice, notamment devant la criette. C'est de très bonnes choses. Parce que dans une semaine au Bénin, vous voyez le nombre de cas d'accidents. Pas plus tard qu'hier encore. On en a vu ce matin. Ce matin, même pas merci. Hier. On n'allait même pas hier. Ce matin. En venant, on en a vu. Exactement. Donc c'est pour vous dire que nos routes sont devenues, à la limite, le laboratoire de la mort. Wow. C'est fort, hein? Oui, nos routes au Bénin sont devenues le laboratoire de la mort. Parce qu'éventuellement,
toutes les dispositions d'ordre sécuritaire ne sont pas prises. Voyez-vous. Donc, le CNSR est dans son rôle. Je pense qu'il faudra encourager tous les acteurs de la chaîne qui vont faire les contrôles inopinés, qui vont mettre en place des stratégies d'investigation en vue de dénicher ces acteurs qui mettent nos populations en difficulté. Parce que dès qu'un parent meurt, c'est toute une famille qui se retrouve en détresse. C'est plus tard des orphelins, alors qu'on aurait pu se déplacer avec le véhicule. Le CNSR vous aurait pu dire effectivement ce que vous deviez normalement acheter comme pièce, par exemple, pour permettre à votre véhicule d'être en bon état et de pouvoir se retrouver sur la route pour vous éviter cet accident-là. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on encourage toutes les personnes qui ont cette bonne volonté-là d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Vous savez, parfois, quand on se retrouve au cœur des réformes, les gens sont là pour vous menacer. On vous insulte, on vous traite de tous les noms. Mais que ces insultes ne soient pas objet, je vais dire, de frustration, au point où les dirigeants qui doivent sanctionner ou les dirigeants qui doivent mettre en place les dispositifs puissent se décourager et abandonner. Parce que là, il s'agit d'une question de vie. La vie, elle est sacrée. La vie est sacrée, vous l'avez dit au Mali. Un jour, je me retourne vers vous. Vous avez suivi Hugues Hector Zogo, des accidents, ça s'enchaîne. Hier encore, un surveillant d'établissement qui a certainement été vu dans son établissement au cours de la journée, a été fauché par un camion, je crois, avec 2 autres personnes. Est-ce que ce n'est pas les conséquences peut-être de ces visites techniques auxquelles les propriétaires de véhicules ne tiennent pas rigueur, ou bien, je ne sais pas. Voilà, quand même, c'est le moment quand même de saluer le travail de ces agents-là, parce que récemment, en tout cas, ils ne font plus du tout dans la dentelle, parce que récemment, il y a un véhicule qui a été amené là-bas et ils ont dit que les pneus sont usés. Ils ont été comment catégoriques. Toute négociation a été vaine. Et finalement, il fallait retourner le véhicule, changer les pneus avant de repartir pour la visite technique. Est-ce que ce n'est pas vraiment le début d'une nouvelle ère dans ce sens pour pouvoir donc diminuer les accidents sur les routes? En tout cas, moi, personnellement, j'espère vraiment que c'est le début vraiment de cette nouvelle ère-là. Parce que moi, je me demandais même à quand est-ce qu'on va arriver à ce stade-là au Bénin. Quand vous regardez notre circulation dans nos grandes villes, quand nous-mêmes, ça diminue de plus en plus. Allez un peu plus dans l'intérieur du pays, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous voyez certaines antiquités rouler sur nos voies. Vous vous demandez, mais comment est-ce qu'il a pu faire pour avoir donc la vignette qui confirme effectivement qu'il a pu avoir donc une bonne visite technique. C'est-à-dire que vous vous posez toutes sortes de questions, quoi. C'est des tombeaux qui sont en déplacement. Le pire, c'est que il y a des passagers qui sont entassés dans ces véhicules-là, d'un autre âge même, je vais dire, comme des sardines dans une boîte de conserve. C'est incroyable. Et on voit ça tout le temps sur nos voies. Et la première question qu'on se pose, mais c'est comment est-ce qu'il a pu faire pour passer la visite technique, quoi? C'est extraordinaire. C'est ça, très bien. Ça dit que c'est la preuve que la corruption gangrène véritablement notre administration. La corruption gangrène vraiment tous les pans de notre société. Et ça, il faut lutter, mais de manière très efficace. En faisant quoi? Justement, en sanctionnant comme ça. En sanctionnant avec la dernière rigueur. Excusez-moi. Donc, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, selon moi. Il faut aller jusqu'au bout. Certains véhicules n'ont même pas le droit d'entrer dans la circulation. On doit peut-être même aller les exposer. Dans d'autres pays, ils sont exposés dans des vitrines pour que les gens viennent visiter le travail de l'humanité. Comment est-ce qu'on a pu fabriquer des véhicules et atteindre le niveau où nous sommes aujourd'hui? Mais chez nous, on les met sur la voie. Mais tu te demandes, mais comment est-ce que ça fait même pour rouler?
Je vous assure, ce n'est pas qu'on veut fustiger quelqu'un. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas qu'on veut arracher le pain de quelqu'un de sa bouche. Mais c'est un danger, un tel véhicule, des véhicules mal entretenus. De 93 ans. Putain. Et on roule, excusez-moi pour ce gros mot, et on roule ça sur nos voies. Et après, on vient s'étonner que non, les cas d'accident sont nombreux. Il a fait un tonneau, il a fait ci, alors qu'il n'a jamais fait la visite technique de manière correcte. Il a toujours fait des dessous de table pour pouvoir donc avoir donc la vignette et pouvoir aller rouler comme il veut dans sur nos voies. Et à la fin, on s'étonne que voilà, il y a trop d'accidents au Bénin. Est-ce qu'il ne faut pas aller consulter? Est-ce qu'il ne faut pas faire le tolegba pour savoir ce qui se passe? Est-ce qu'on se pose toutes sortes de questions? Alors qu'il suffit tout simplement nous-mêmes pour nous prémunir de ce type d'accidents-là, tout simplement de nous asseoir et d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on demande la visite technique? Peut-être qu'il faut encore refaire cette sensibilisation-là. Pourquoi est-ce qu'on demande la visite technique? C'est pour éviter les accidents. C'est pour éviter les histoires de Mba Frank Poe. Oui, mais c'est ce que les gens disent. Tu parles comme un baba. L'argument, c'est l'argument. Répétez ça encore, je vois. Mba Frank Poe. Donc, vous voyez, c'est cet argument-là, généralement, que les gars servent. Vous n'avez jamais fait, enfin, moi je suis journaliste, j'ai fait à plusieurs reprises des reportages sur ces genres d'accidents. Tu vois, le gars qui a occasionné l'accident, quand tu lui tends le micro, son premier mot c'est Mba Frank Poe, mais il m'a tourné. Voilà, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tout simplement, on ne fait pas très bien les visites techniques, on ne fait pas très bien l'entretien des voitures. Voilà, c'est ça aussi le problème. Mais on constate quand même que c'est fini. Il faut déjà commencer par mettre la main sur les systèmes de fraude. Il faut sévir les systèmes de fraude, il faut les éliminer, il faut enlever tout ce qu'il y a comme mauvais grain dans notre administration, les mettre complètement à l'écart. C'est essentiel. La corruption ne nous peut pas permettre à notre pays d'évoluer. C'est des crimes économiques et ça, il faut qu'on le comprenne et pouvoir les punir avec la dernière rigueur. C'est essentiel. Et c'est essentiel. Dr Zogo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne parle du terrorisme? Oui, les dispositions sécuritaires désormais prises par donc, le haut commandement pour cette lutte contre les terroristes. Oui, je pense quand même que c'est une joie qui doit pouvoir animer tout concitoyen béninois. Quand on découvre aujourd'hui, tel que vous l'aviez signifié, les dispositions qui sont en train d'être prises par la hiérarchie, le chef d'État-major général. Ah, vous êtes déjà passé au sujet. Je suis passé au sujet. Bon, allez, on va y aller. Donc, on va parler donc de ce titre du quotidien. Je pense que c'est le meilleur, hein, si je ne me trompe. C'est bien qui ça. dit que l'armée muscle, le Bénin muscle son armée et déploie des drones de nouvelle génération. Ma question, oui, c'est une bonne nouvelle, mais faut-il vraiment communiquer là-dessus? Ah oui, vous savez, en période de guerre, il y a la stratégie qu'utilise la hiérarchie pour communiquer. Vous auriez dû remarquer que l'armée ne communiquait pas comme toutes les autres institutions. Il y a peut-être une période de silence pour ne pas permettre à l'adversaire... On parle même de la grande muette. De la grande muette, merci. Il y a une période de silence pour ne pas permettre à l'adversaire de découvrir tout ce qu'on a comme arsenal. Et il y a aussi la période au cours de laquelle on se permet quand même de dire oui, vous êtes des adversaires, vous êtes des ennemis sur notre territoire, vous avez l'intention de nous arracher quelques parties de notre territoire, mais nous sommes prêts à pouvoir vous affronter. Et quand on arrive à ce seuil, ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'assurance. Et donc, je me dis aujourd'hui, notre armée, elle vit cette assurance-là. Si les organes de presse aujourd'hui parviennent quand même à communiquer autour de ces appareils-là qui ont été acquis par l'armée béninoise, c'est inéluctablement parce que l'armée se sent davantage dans cette dynamique-là de travailler à pouvoir sauvegarder notre territoire. Et ça fait du bien pour le citoyen que nous sommes. Parce que, voyez-vous, dès qu'on entend de pareilles choses,
on se dit, ah, donc la hiérarchie est en train de prendre au sérieux cette difficulté face à laquelle on s'est retrouvé depuis plusieurs années. Il n'y a pas ce pays aujourd'hui au monde qui ne se retrouve face à la question du terrorisme. C'est devenu un fléau planétaire, voyez-vous. Donc, chaque nation, à travers son armée, met en place des stratégies pour lutter contre ce fléau-là. Et il faut sans doute saluer la démarche du chef d'état-major général des armées. Le général Fructueux Gbaguidi. Exactement, le général de division Fructueux Gbaguidi qui aujourd'hui travaille pour que la troupe se mobilise de jour comme de nuit pour permettre à notre territoire de ne céder comme lui-même. Il se permet de le dire bien souvent à sa troupe, aucun centimètre carré. C'est ce qu'il y a comme fierté à vivre au-delà de tout. Parce qu'ailleurs, comme vous le savez, il y a plusieurs territoires qui ont perdu des localités. Mais aujourd'hui, chez nous, ne sont pas arrivés à vivre cette difficulté-là. Les ennemis, les adversaires sont là, nous mettent la pression, mais l'armée est toujours présente et riposte. On pourra sans doute parler plus tard dans le développement de tout ce qu'il y a comme intérêt ou comme avantage de pouvoir acquérir des drones et ce que ça représente aussi en termes d'investissement pour l'État. Très bien. Oui, on va aller un jour. Oui, vous allez répondre à la même question. Oui, quand même, est-ce que c'était important, est-ce que c'est stratégique pour l'armée béninoise de communiquer que nous avons quand même des drones de nouvelle génération pour faire cette guerre asymétrique? Bon, vous savez, la haute hiérarchie militaire, c'est à peu près quoi dire et ce qu'elle ne doit pas dire. Je l'ai dit tantôt, l'armée, c'est la grande muette. C'est des gens qui doivent rester le plus discret possible parce que c'est des stratégies que vous allez divulguer si vous prenez mal en expliquant certaines choses. L'ennemi est là, il écoute également. Et si vous voulez communiquer à tout vent, donc ils savent exactement ce qu'ils font. Moi, je pense que c'est essentiel aussi pour rassurer également les populations. Et c'est là où moi je vais avant tout propos saluer donc tous nos soldats et saluer également la mémoire de tous ces martyrs-là qui permettent aujourd'hui d'avoir la quiétude dans toutes ces zones frontalières-là. Il y a des populations qui vivent là-bas, qui se nourrissent rien que de l'agriculture qu'ils font là-bas. Et grâce à eux, aujourd'hui, aucune parcelle de notre territoire n'a été cédée donc, à ces malfrats-là. Donc, le sacrifice n'est pas vain. Et moi, je salue vraiment leur mémoire. Je m'incline avec beaucoup d'émotion devant donc la mémoire de tous ces hommes et femmes qui nous défendent et qui perdent donc leur vie. C'est essentiel de pouvoir s'en rappeler. Et en pareille occurrence, il est bon également d'avoir donc ce sursaut patriotique-là, afin que notre armée soit toujours, et je le pense, le ciment, le lien donc de notre cohésion nationale. C'est essentiel. L'armée, c'est le patriotisme, mais le plus élevé possible qu'on puisse avoir. C'est des gens qui vont donner leur poitrine, donner leur vie pour que nous soyons toujours donc heureux, tranquilles, dans la quiétude au Bénin. Et ça, ils le font donc dans les zones frontalières de notre pays. Grâce à eux aujourd'hui, la Pendiari, le Pac W, tous ces endroits-là sont toujours donc sous le contrôle de notre État. Ils ont dit Mirador, vraiment, ils jouent vraiment ce rôle de Mirador là. Point élevé qui permet donc de surveiller, de garder donc le pays donc intact, de garder les limites de notre frontière inviolées. Et ça, moi, je tiens vraiment à les remercier. Maintenant, quant à la communication comment on appelle la hiérarchie, ils savent ce qu'ils font. Moi, je pense que c'est essentiel. Ils savent quand il faut distiller la bonne information pour rassurer les uns et les autres. Parce que également, c'est aussi une preuve de transparence aussi. On a dit, par exemple, pour la Sénat, mettre les lois à la disposition. Quand on fait des efforts sur le plan budgétaire pour notre armée, quand on fait des efforts sur le plan du recrutement, de la formation des soldats, il faut pouvoir donc informer la population pour qu'ils se rassurent. Parce que quand on apprend que, bon, ces djihadistes-là ont fait mouche, ils ont pu avoir 2, 3 de nos frères qui sont... Enfin, peut-être même des dizaines quelquefois, comme ça arrive, ça crée un sentiment quand même chez la population. Et on se demande, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que l'État... Donc, quand il y a des dispositions qui sont prises aussi, il est bon de nous le dire aussi pour que nous sachions que,
nos responsables, nos autorités ne sont pas en train de dormir. Ils travaillent véritablement pour que donc la menace qu'il y a à nos frontières ne soit pas finalement quelque chose qui va faire tomber le Bénin dans des heures très sombres. Et ça, vraiment, moi, je suis vraiment très heureux de savoir que nos autorités pensent à ça. Et puis, on ne le dira jamais assez, ces gens-là qu'ils combattent, ce n'est pas des conflits conventionnels, c'est une guerre asymétrique, ils l'ont dit à plusieurs reprises. C'est des gens qui sont fondus dans la population. N'importe quelle armée, on a vu avec les plus grandes armées du monde, ils ont dû prendre un temps d'adaptation pour pouvoir donc faire face donc, à cette méthode-là, à ces conflits un peu asymétriques. Donc notre armée également a besoin donc de ce petit temps-là et ils vont y arriver, ils vont mettre fin à ça. D'ailleurs même ils le font déjà. S'ils n'étaient pas là, vous croyez qu'on n'aurait pas déjà eu des territoires complètement perdus également aussi? Voilà, donc Dieu soit loué. Merci vraiment à nos soldats et que la terre soit légère à tous nos martyrs. Voilà, donc, et bravo donc à la haute hiérarchie, bravo aux autorités, ne lâchez pas prise. C'est sur vous que nous comptons et c'est pour la postérité, la nation vous le reconnaîtra. Très bien. Je m'attendais à ce que quand même vous fassiez un petit rappel, qu'ils vous souviennent. Il y a quelques semaines, il y a des jeunes qui ont été recrutés. Et c'était ces jeunes-là qui devaient être recrutés pour piloter les drones. Et donc, il fallait avoir des compétences en la matière pour piloter des drones et tout. Et nous voilà maintenant, on nous informe qu'il y a eu des drones de nouvelle génération. Donc, ces jeunes qui ont été recrutés vont donc piloter ces drones pour que nous puissions donc pilonner. Hein, c'est ça, non? Piloter, pilonner ces gens-là qui ont refusé que nous dormons tranquilles chez nous. Ce que ça m'inspire tout de suite, c'est que nos institutions sont dynamiques. Ça veut dire que nos institutions travaillent au quotidien à pouvoir suivre tout ce qui se vit dans le temps. Parce qu'il y a quelques années en arrière, au sein de notre armée, il n'y avait pas de spécialistes aussi pointus, voyez-vous. Et le besoin s'est fait sentir. Dès que le besoin est là, il faut inéluctablement répondre à ce besoin. Absolument. Donc, ça a permis de lancer ce recrutement-là. Pour certains, ils vont se dire, mais pourquoi maintenant? Maintenant, parce que, après étude, sans aucun doute, par la haute hiérarchie militaire, on s'est rendu compte qu'il faut aller vers ce recrutement-là. Et aussi vers cette technologie. Vers cette technologie. La modernisation des moyens qu'on met donc à la disposition de nos soldats, c'est essentiel également. Moi, je dis, il faut continuer, il ne faut pas qu'on lâche. Dans tous les cas, on est obligé de... Enfin, nos aïeux ne nous ont pas transmis ce pays-là pour que nous le lâchions comme ça. Bioguera a fait son combat, pourquoi? Béanzin a fait son combat, pourquoi? Saka Yerima a fait son combat, pourquoi? Il faut qu'on soit des dignes fils de ces personnes-là. J'ai cité Bioguera, j'ai cité Saka Yerima, j'ai cité Béanzin, j'ai cité tout ce monde-là. Vous avez oublié Tofa. Bon, est-ce que lui a fait vraiment une guerre? Bon, en tout cas, l'histoire, on pourra faire l'hisort après. Mais il faut qu'on soit des dignes fils de ces personnes-là, de ces farouches princes, de ces farouches rois qui ont combattu donc pour notre pays. C'est des fiers guerriers. Il faut qu'on leur ressemble, c'est essentiel. Très bien. Non, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est important. Important de citer votre aïeul Agoua parce qu'il vous a légué un héritage. Vous êtes en train de défendre l'art sur ce plateau, la patrie, le Bénin. Et c'est ce que chaque citoyen béninois doit pouvoir faire. Quand on se retrouve face à une guerre asymétrique, quand on n'identifie pas effectivement l'ennemi, alors qu'il vit avec nous au quotidien, dès que nous avons des informations, l'attitude à adopter tout de suite, c'est de saisir soit les forces de défense nationale ou soit de saisir les forces de sécurité publique pour pouvoir leur dire, attention, visiblement il y a un suspect parmi nous. Dès que vous le dites, votre mission républicaine s'est arrêtée là. L'institution qui est spécialisée pour mener les investigations et savoir si celui-là dont vous parlez, est-ce qu'entre-temps, il se retrouvait dans des affaires du genre, l'institution prend le relais. Vous aviez vu la criette aujourd'hui,
combien de concitoyens se retrouvent devant la criette parce que soit ayant apporté de carburant à ces djihadistes-là, ou soit ayant mis des stratégies pour leur filer des informations. On ne peut pas supporter qu'on vive sur un territoire dont on porte la nationalité et se retrouver encore dans la posture ennemie à ce territoire. Ce n'est pas possible. Parce que dès que le terroriste dont on parle, le djihadiste dont on parle, dès qu'il veut taper, il ne tape pas sur une cible identifiée. Il ne sait pas si ceux qui se retrouvent dans l'environnement immédiat des dégâts qu'il cause, il ne sait pas si c'est peut-être votre cousin. C'est vous qui aviez filé l'information. Mais en ce moment précis où lui, il a décidé de faire du mal à la République, c'est peut-être un parent très proche à vous qui va se retrouver sous le coup des balles. Absolument. Vous ne savez pas si le jeune qui s'est retrouvé et qui a prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale, vous ne savez pas si c'est votre frère qui, en ce moment précis, voulant défendre le territoire, se retrouve sous le poids des balles. Donc, je me résume pour dire que les drones qui ont été aujourd'hui acquis par l'armée béninoise, c'est inéluctablement pour travailler à ce que nous puissions vivre davantage en paix. Et on est en train d'aller vers une période assez sensible, la période des élections. On a parlé tout à l'heure du rôle de la Sénat. Parlons aussi du rôle des partis politiques. Parce qu'au sein des partis politiques, le langage qui doit se développer pendant cette période-ci, c'est de travailler à informer l'armée. Il nous revient de le faire parce que si vous aspirez à prendre le pouvoir d'État, parce que c'est le rôle des partis politiques, le rôle des partis politiques, c'est de tout mettre en place pour acquérir le pouvoir d'État. Alors, si demain, vous voulez acquérir le pouvoir d'État et vous ne travaillez pas pour préserver, assurer vous-même la sécurité de votre armée, c'est demain, vous vous retrouverez protégé par qui? La garde républicaine, c'est d'abord l'armée. C'est toute une institution. Donc ça ne servirait à rien, au sein de nos partis politiques, par exemple, de jeter de pique à nos forces de défense nationale ou à nos forces de sécurité publique. Je le dis parce que parfois on a tendance à croire que la nation n'est plus notre priorité. Il a dit tout à l'heure, nous devons être patriotiques. C'est une exigence morale. Et il faut que ça se vise, que ça se vive pendant cette période-ci, pour qu'on puisse se dire, mais au-delà de tout, c'est un peuple uni. C'est ce qu'on a pu vendre avec nos aïeux. Il faudrait que notre génération montante continue de travailler à cette dynamique-là. En tout cas, bravo à l'armée béninoise, bravo à ces jeunes qui ont été recrutés. Ils sont une centaine. Aujourd'hui, ils pourront défendre avec fierté le territoire national béninois. Vous savez qu'il y a une médaille désormais qui valorise nos forces de défense nationale qui se retrouvent sur le champ d'honneur. Donc, pour moi, tout ça, c'est une fierté que nous devons pouvoir partager. Très bien. Omar, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on va clôturer donc. Oui, effectivement, mais je vais quand même dire ce démo. C'est vrai que je l'ai déjà dit, mais ça me tient tellement à cœur. Notre armée a toujours été le symbole ultime du patriotisme chez nous. Et quand cette entité-là est aujourd'hui sous le feu des projecteurs, est aujourd'hui mise à l'épreuve, rude épreuve d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui tombent, il est bon que nous puissions faire preuve de ce sursaut patriotique-là et se mettre derrière eux comme un seul homme. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de divergence, il n'y a plus de différence sur le plan politique qui tienne. Quel que soit ce plan-là même d'ailleurs, il n'y a plus aucun différent qui tienne encore. On doit être comme un seul homme, des dignes fils, je vais le répéter, de Bioguera, de Saka Yerima, de Béanzin et j'en passe. Il faut qu'on soit des dignes fils de ces personnes-là
prêts à donner également notre vie pour que ce Bénin-là soit transmis à ceux qui vont venir derrière. Très bien. C'est bien dit. Et voilà. Alors, si vous nous suivez à la radio, voilà, plutôt à la radio ou à la télé, bon, je le sais, mais la radio, Diaspora FM, si vous êtes câblé, alors nous sommes en train de clôturer la deuxième rubrique de cette émission, c'est l'analyse et le débat, voilà, avec Hugues Hector Zogo et Oumar Deyandjou.